Tu connais Animal Crossing? Personnellement, c'était pas mon cas avant que je perde un pari stupide dont l'issue était une vidéo sur ce jeu. Puis dans mes recherches, je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur américain datant d'il y a 2 ans qui expliquait comment Animal Crossing l'a aidé à sortir de sa dépression. Puis en cherchant un peu plus, je me suis rendu compte que son témoignage n'était pas unique. Bien au contraire, des dizaines d'autres vidéos faisaient part de la même expérience. Pourtant, Animal Crossing c'est un jeu tout simple. Pas d'ennemis, pas de boss final, pas d'ennui, juste nous et notre île que l'on doit développer. Seul le joueur décide de ses objectifs, de ce qu'il va faire, des relations qu'il a avec ses habitants. En bref, c'est dans cette petite île qu'au final réside une grande liberté, le tout enveloppé dans un environnement paisible avec des personnages attachants. Sauf que pour certaines personnes, le jeu vidéo représente un danger. Peut-être avez-vous déjà entendu cette fameuse phrase « les jeux vidéo rendent violents ou alors ils seraient dangereux pour la santé ». Et si je vous disais que cette phrase, mais aussi que ces clichés sont issus d'une guerre entre l'industrie du jeu vidéo contre des politiques et des médias? You know, I wonder if these guys who very often are raised on a diet of violent video games, if they actually start pulling the trigger of a real weapon and they see real death and they find that it's not as satisfying as maybe it was when they're playing it on a television. Ce courant réactionnaire est omniprésent aux USA depuis la tuerie de Columbine. Si ce genre d'idée est populaire aux USA, c'est parce qu'elle est à la fois soutenue par les médias et par l'ancien président Donald Trump en personne. On est sur une source qui est super fiable, tu vois. Mais l'extrait que vous venez de voir, il a un contexte particulier. En effet, il intervient après la tuerie de masse qui s'est déroulée à Parkside, en Floride, et d'ailleurs, Trump dira à cette occasion « Nous devons arrêter la glorification de la violence dans notre société, cela inclut les jeux vidéo dégoûtants et macabres qui sont aujourd'hui une monnaie courante. » Alors, vous l'avez compris, ce qu'on reproche aux jeux vidéo, c'est de rendre les enfants violents. En France, on a aussi la chance ou la malchance, tout est une question de point de vue, d'avoir ce courant personnifié par un politique, Jacques Cheminade, que vous connaissez probablement puisqu'il était candidat au présidentiel de 2017. Et c'est à l'occasion d'un débat organisé sur une émission très sérieuse TPMP que ce dernier a pu exposer ses arguments. Je vais pas vous mentir, c'est un peu le bordel. Donc je vais réorganiser un peu tout ça. Dans un premier temps, Jacques Cheminade déclare qu'il n'est pas contre les jeux vidéo, mais uniquement ceux qui sont ultra violents. Donc bien évidemment, quand on vous dit jeux vidéo violents, vous pensez à... ou alors... Jacques Cheminade, lui, cite Manhunt, ce qui est relativement logique quand on connaît la polémique qui a entouré le jeu, c'est-à-dire un jeu qui comporte des scènes et des thématiques plutôt limites. Mais il cite aussi World of Warcraft... attendez 2 minutes. Yes, c'est bien ce que je pensais, WoW n'est pas un jeu ultra violent. Je veux dire, ça part très mal, c'est plutôt contradictoire, non? Bon, je vais arrêter de faire comme si je n'avais pas compris. Derrière ces 2 jeux se cachent 2 thématiques super importantes. La première est la violence, la seconde est l'impact qu'ont les jeux en ligne sur notre vie sociale. En effet, Cheminade utilisera un peu plus tard le terme hikikomori. L'isolation et le jeu vidéo seraient intimement liés, il rendrait associable, et Cheminade arrive à relier ça avec une maladie psychologique appelée hikikomori. Un hikikomori, d'une manière simpliste, c'est une personne qui s'isole de la société en limitant totalement ses sorties et contact avec l'extérieur. Parfois, ces derniers vivent dans des endroits sales avec des bouteilles d'urine, des poubelles non sorties, enfin vous avez compris le délire. Cependant, quelle peut être réellement la cause de ce genre de comportement? Et ben c'est tout sauf le jeu vidéo. En vérité, c'est soit dû à la pression sociale, dû au monde du travail ou alors à cause du milieu scolaire. Ces 2 causes amènent donc à un isolement et de là apparaissent de multiples conséquences comme notamment la surconsommation d'émissions TV, mais aussi énormément de temps passé devant l'ordinateur et devant les jeux vidéo. Mais ce sont ces 2 derniers médias qui permettent à l'individu d'avoir des liens avec le monde extérieur. Bien évidemment, j'ai compris que derrière se cachait la comparaison fumeuse du gamer no life associable, mais même là en fait c'est faux. Le jeu vidéo réunit et peut bien au contraire être vecteur de sociabilité. C'est un sujet de discussion mais aussi de débat. Puis comme le confinement nous l'a prouvé, jouer permet d'avoir un impact positif sur les joueurs, de ne pas les isoler par le biais de jeux multijoueurs qui leur permet au contraire d'être en contact avec leurs proches ou alors des amis avec lesquels ils ne peuvent pas avoir de rencontres physiques. Enfin, pour terminer ce chapitre, il faudrait arrêter de lier l'addiction aux jeux vidéo à l'isolement et plus globalement à cette maladie, alors qu'au final ce dernier est bénéfique pour les personnes qui développent cette pathologie. Puis tant qu'on est sur l'addiction, elle existe, et la nier serait une énorme erreur. Cependant, j'ai pu lire que c'est souvent différentes pathologies qui forcent l'enfermement dans les jeux vidéo. En plus, bien que l'OMS l'ait déclaré comme addiction, le milieu scientifique est en pleine battle royale, certains refusant la qualification d'addiction qu'ils trouvent comme erronée. Comme tout divertissement, le jeu vidéo se doit d'être un complément. Faites du sport, sortez, parce que rester devant un écran, que ce soit devant un jeu vidéo ou des séries, c'est pas bon pour votre santé. Mais si la communauté scientifique est partagée par rapport aux jeux vidéo et son lien avec l'isolement, c'est pas le cas du lien entre la violence et ce dernier.
La violence et les jeux vidéo, c'est un peu la chimère préférée que les politiciens ou les médias claqués adorent invoquer. Mais d'où est-ce que vient ce cliché? Tôt, j'ai parlé du massacre de Columbine, sans vraiment rentrer dans les détails. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce tragique événement, Columbine c'est un établissement scolaire où 2 jeunes ont commis une tuerie. Cet événement a eu un énorme impact aux États-Unis. Ça a vraiment marqué la population, mais ça a aussi indirectement touché le monde du jeu vidéo. Et plus particulièrement le jeu vidéo Doom et Wolfenstein dont les 2 tueurs étaient adeptes. D'ailleurs, certaines rumeurs laissent entendre qu'ils auraient reproduit dans Doom des niveaux ressemblant à l'établissement de Columbine. J'ai notamment trouvé cet article datant de 2001 qui se montrait très agressif envers le jeu vidéo. Alors, les jeux vidéo nous rendent-ils réellement violents? Non, bien au contraire. Les violences chez les jeunes aux États-Unis ont baissé, et encore plus au moment de la sortie du jeu GTA V. Les jeux vidéo permettraient donc alors un effet de catharsis chez les joueurs, qui se défouleraient dans un monde virtuel au lieu d'exprimer leur violence dans le monde réel. Oui, les jeux vidéo violents banalisent la violence, et cette violence est dite interactive, puisqu'au contraire d'un film où l'on est spectateur, ici on est acteur. Cependant, les jeux vidéo peuvent être dangereux chez des enfants qui sont perturbés mentalement, ou les enfants trop jeunes qui ont du mal à faire la différence entre la réalité et le virtuel. Je suis aussi obligé de désamorcer un propos qu'a déclaré l'opposition. Breivik, aka le tueur de Norvège dont beaucoup de médias ont déclaré qu'il s'était entraîné sur Call of Duty, et qui ont vraisemblablement oublié de parler de la problématique psychologique et surtout de sa santé mentale. Mais ça, c'est même pas le problème. Le problème, c'est qu'il l'a utilisé pour comprendre les déplacements des personnes en cas de panique, et pour savoir comment les gens vont réagir. D'une manière beaucoup plus subjective, je doute que les jeux vidéo soient une bonne simulation pour apprendre à tuer des gens, puisque d'une manière générale, d'autres facteurs rentrent en compte. Par exemple, une manette ou un clavier, c'est largement différent d'une arme. Ouais, je sais, c'est obvious, mais je me permets de le préciser pour certains. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il n'y a aucun lien établi entre la violence et le jeu vidéo. Mais alors, d'où viennent ces clichés? Vous le savez déjà, il y a les médias et les politiques, mais aussi les psys. Vous avez déjà vu des vidéos désastreuses d'une personne qui parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas? Moi oui, parce que sans mentir, ça m'est déjà arrivé par le passé. L'inculture ou la méconnaissance crée une spirale malsaine. Des psys qui n'ont aucune connaissance sur le jeu vidéo vont s'établir sur le sujet en disant qu'ils sont dangereux, alors qu'au final, ce ne sont que des suppositions produites de leurs sentiments. Sauf qu'effet boule de neige, comme ils sont médecins, alors ils ont de la crédibilité, donc les médias vont reprendre sans vérifier, pour au final ressortir une bouillie informe, une chimère malade. Et comme certains lecteurs font confiance aux médias, alors l'idée se diffuse comme un cliché maladif dans les familles. Mais bien évidemment, le problème vient des politiques. Dans le cas de Trump, c'est logique. Rejeter la faute sur les jeux vidéo, c'est éviter un énième débat sur le port d'armes et la facilité d'accès de ces dernières. La question n'est pas est-ce que si l'individu n'avait pas joué aux jeux vidéo, il aurait commis cette tuerie, mais plutôt est-ce que si l'accès aux armes à feu était plus difficile, cette dernière ne serait-elle jamais arrivée? L'état des armes aux USA est un véritable problème. Mais bon, comme vous diront les pro-armes, ce ne sont pas les armes qui tuent, mais des gens qui tuent d'autres gens. C'est bien évidemment un sophisme, il est largement plus facile de tuer une quinzaine de personnes avec une arme à feu qu'avec un couteau. Pour Cheminade, ça n'a juste aucun sens. J'ai essayé de comprendre, mais son raisonnement m'échappe. Puis le jeu vidéo, c'est pas si dangereux que ça, n'est-ce pas? Parce que, à force de voir les jeux vidéo au travers d'un négatif, vous ne voyez pas le positif. Alors on reste fort sur ses appuis, on va énumérer le palmarès du jeu vidéo. Commençons par le domaine médical. Le jeu vidéo peut être notamment utilisé pendant des séances de psychologie, avec de jeunes patients souffrant de maladies touchant le narcissisme, les troubles du comportement violent, mais aussi l'autisme et les enfants en échec scolaire. Le jeu vidéo devient un outil qui permet au thérapeute d'échanger et se transforme en un pont entre le patient et le soignant, pour faciliter la communication. Le jeu vidéo peut aussi détendre, comme on l'a vu avec Animal Crossing, qui est pour moi la meilleure arme démontrant la puissance d'un jeu vidéo positif. Ça explique pourquoi il s'est si bien vendu pendant le confinement et pourquoi tant de personnes vantent ses mérites. Et ces jeux qui détendent ne sont pas les seuls. La VR permet d'aider les militaires pour éviter le stress post-traumatique ou pour que de grands brûlés puissent oublier pendant un instant leur souffrance. Et ces profs qui utilisent des jeux vidéo dans leur programme, de Assassin's Creed Unity avec sa Paris révolutionnaire, à Minecraft utilisé à la fois pour les jeunes enfants mais aussi par des architectes et des ONG. Et tant qu'on est sur le jeu Cubic, dois-je encore préciser que ce dernier a été utilisé pour combattre la censure? Vous vous trompez d'ennemis, et vos propos peuvent être dangereux. Les jeux vidéo sont violents, c'est un fait, mais la violence n'est pas injustifiée. C'est un moyen d'arriver à ses fins. Et entre nous, le fait que vous citiez WoW juste après Manhunt me fait poser une vraie question sur la notion de censure et sur les critères que vous retenez. Aucun jeu n'est abrutissant, de l'histoire à la stratégie, le jeu vidéo est un tout. Et de ces jeux que vous considérez comme ultra violents, combien d'entre eux sont des pépites? Combien d'entre eux éblouissent, nous touchent? Il peut même faire naître des vocations. Vous incriminez les jeux vidéo sur des bases étranges, voire floues, sans même prendre en compte les incidents liés à des films, comme l'attentat d'Aurora. Et paraîtrait-il que c'est différent. Après tout, c'est vrai que l'écriture, le cinéma ou même les mots d'une manière générale sont inoffensifs. Enfin, le jeu vidéo est bel et bien une pompe à fric, comme n'importe quelle entreprise qui souhaite être rentable. Mais ce sont ces entreprises et la communauté gaming qui se sont réunies pour donner massif aux The Event. Le fond du problème, c'est l'éducation. Un système de classification est déjà en place aux parents de savoir comment fixer les
les limites, de mieux comprendre pourquoi leurs enfants jouent aux jeux vidéo, au lieu de tout de suite considérer ce divertissement comme un démon qui va détruire la vie de leurs enfants. Rejeter la faute sur un objet plutôt que sur soi-même, c'est simple et futile. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, on reparlera d'un véritable problème qui touche le jeu vidéo une prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien, peace.